Il ne se levait plus tout seul, il ne faisait que hurler. D'abord la nuit, puis aussi pendant la journée. Son corps craquait comme du bois pourri. On le soulevait chaque jour de nouveaux serviteurs, les anciens refusant de revenir. Une odeur aigre, sucrée et putride régnait dans la chambre qui ne disparaissait même pas après avoir fait bouillir tout le linge dans de la cendre. Les médecins appelaient cela l'odeur de la rupture intestinale et les cuisiniers l'odeur de la faim. On était en janvier 1547. Londres était glaciale et silencieuse. Dans les appartements du palais de Hampton Court, les fenêtres étaient bouchées avec des coussins en laine pour empêcher les courants d'air d'atteindre le monarque. Mais le roi tremblait quand même. Pas à cause du froid, mais à cause de la douleur. Les planches sèches craquaient dans les cheminées. Près du lit, un baquet en bois rempli d'eau chaude servait à tremper ses pieds enflés, gercés et purulents. L'un des médecins de la cour, Thomas Wanner, nota: sur le tibia de la jambe gauche, il y a une plaie ouverte de la taille d'une paume. Elle suinte un liquide brunâtre contenant des fils blanchâtres, peut-être des tissus nécrosés. La peau autour de la plaie est noircie. À la palpation, il y a une forte odeur putride. Les serviteurs se relayaient 2 fois par jour. Chaque soir, le médecin personnel recommandait un nouveau remède: compresse de vin, pommade à base de saindoux et d'oignons, opium, sangsue. Parfois, il fallait même prier à voix haute. Rien n'y faisait. Le professeur Lewis d'Oxford, admis au chevet du malade sur ordre personnel de l'archevêque, conclut: la jambe pourrit de l'intérieur. C'est la première fois que je vois la chair continuer à se décomposer en l'absence de saignement. Il s'agit d'une putréfaction interne. Le foie libère des toxines dans le sang et le corps se détruit à rebours, des extrémités vers le cerveau. On ne le laissa pas entrer le lendemain. Henri ne voulait voir personne, pas même sa 6e épouse, Catherine Parr. Lorsqu'elle tenta d'entrer, il s'écria: je ne suis pas mort, mais je ne veux pas qu'on m'enterre avec les yeux ouverts. Après cela, il ordonna de changer les serrures. Seules 3 personnes étaient autorisées à entrer dans la chambre: le médecin personnel, le confesseur et le capitaine de la garde. Tous signèrent un engagement de silence. Mais le silence ne fut pas respecté. Dès les premiers jours de février, une rumeur se répandit dans les couloirs. Le roi ne pouvait plus marcher. Il hurlait la nuit. Sa peau se détachait et il saignait de la bouche. L'un des valets de chambre, renvoyé pour violation du silence, déclara plus tard sous serment: ses doigts ne pouvaient plus se déplier. Il avait des crevasses noires sous les ongles. J'ai vu sa servante le laver. Elle a vomi dans le bassin. Il riait. Puis, il pleurait. Puis, il demandait qu'on lui coupe les pieds. L'archevêque Cranmer envoya du cathédrale de Canterbury un message écrit à l'encre dans lequel il proposait de procéder à la confession et à l'onction. La réponse fut le silence. Plus tard, Cranmer nota dans son journal intime: s'il meurt sans avoir été purifié, le peuple y verra un signe. À la mi-février, la situation changea. Le roi commença à perdre connaissance. Le premier à s'en apercevoir fut le maréchal de la cour, qui entendit un murmure incohérent en réponse à ses salutations matinales. Les serviteurs témoignèrent. Il regardait vers la cheminée et répétait: je suis assis dans l'obscurité, mais j'entends le feu. Il me parle. Les médecins diagnostiquèrent un empoisonnement du sang. La température monta jusqu'à 41 degrés. Des hallucinations commencèrent. Il criait après ses frères décédés. Il disait avoir vu Edward VI
alors que celui-ci était vivant et sous bonne garde. Un soir, selon le témoignage d'un prêtre, il ordonna qu'on lui apporte une épée et répétait qu'il allait se battre pour le trône. Il a fallu le ligoter. Sous prétexte d'une procédure, on l'a enveloppé de rubans de soie pour ne pas éveiller les soupçons. Mais ses mains se détachaient et sa peau se craquait. Sa peau était craquelée comme du parchemin, couverte de plaies, et dégageait une odeur plus forte que celle de la peau en sueur d'un animal mourant. C'est ce qu'écrivait dans son rapport l'émissaire français Blanche, à qui l'on avait permis d'entendre, mais pas de voir, le roi à travers un rideau. Il ajoutait « Je l'ai entendu implorer le pardon, puis rire, appeler son chien et ordonner de brûler tous les flamands. À l'intérieur, dans les appartements, tout était pire. Les matelas étaient changés tous les 3 jours. Les draps étaient brûlés. Le sol était lavé à l'acide. Les serviteurs étaient vêtus de foulards imbibés d'une infusion de menthe et de sel. Plusieurs serviteurs tombèrent malades. L'un d'eux mourut. Le médecin personnel ordonna d'autopsier le corps. Selon le rapport, liquide jaune dans les poumons, sang foncé, rate endommagée, signe d'empoisonnement d'origine interne. Cela provoqua la panique. Complot, poison, infection. L'accès au corps fut définitivement restreint. Mais le plus important se passait dans la tête du monarque. L'odeur l'effrayait. Il l'appelait la voix de l'enfer. Il répétait qu'il ne voulait pas entendre le chant de sa peau. Chaque soir, il ordonnait qu'on lui apporte un encensoir, mais cela ne l'aidait pas. Dans son journal, le prêtre de la cour écrivit « Il n'a pas peur de la douleur, il a peur de ce qu'il voit quand il ferme les yeux. » La reine ne mit plus jamais la plume à papier. Le frère de Catherine, William Parr, fut convoqué pour transmettre des instructions personnelles, mais il ne fut pas admis. Cela donna lieu à des rumeurs de changement de testament sur le lit de mort. La cour se divisa en 2 camps. Les uns, le duc de Norfolk et l'évêque de Winchester, voulaient conserver l'influence catholique. Les autres, les Seymour, favorisaient les protestants. Des réunions secrètes commencèrent dans des pièces cachées. Des documents furent scellés. Des lettres furent rédigées. Et le roi dépérissait. Au matin du 23 février, il ne pouvait plus ouvrir les yeux. Il respirait difficilement, par saccades, avec des pauses. Sa bouche restait entr'ouverte. De la salive mêlée de puces coulait sur ses lèvres. Il ne s'alimentait plus. Les tentatives pour lui faire boire du bouillon à travers un tissu provoquaient des spasmes. Une substance sombre à l'odeur de graisse rance s'écoulait de son anus. À l'ouverture de ses sous-vêtements, on découvrit que le tissu avait collé à la peau et qu'il fallait l'enlever avec des parties de l'épiderme. Le corps a commencé à se remplir de liquide. Le visage était enflé. Les paupières étaient gonflées. Les poignets et les genoux étaient immobiles. Dans la note prise ce jour-là par le médecin de la cour, John Chambers, il est indiqué « La décomposition putride a commencé de son vivant. Ce n'est pas une septicémie, c'est l'effondrement de tout l'organisme. L'urine est noire, la peau bleuie, les ongles se sont détachés. On ne le réveillait pas. Il gémissait, murmurait des prières incohérentes, puis se mettait à crier des ordres comme dans un délire. À plusieurs reprises, il a appelé sa mère décédée. Une fois, il a appelé Anne Boleyn. On lui a apporté une crucifixion. Il détournait le visage, mais il a ordonné de l'accrocher à la tête de son lit. Un jour plus tard, on le retira. Un jour plus tard, on le suspendit à nouveau.
Cela se répéta plusieurs fois. Le scribe de la cour, Marshall, nota. Aucun de ses gestes n'était calme. Il se débattait même dans l'immobilité. Il voulait se purifier, mais craignait les conséquences. Il voulait se repentir, mais craignait que Dieu ne l'écoute déjà. Une note secrète prise par le valet de chambre à cette époque. Sa respiration semble venir de ses os, comme si tout à l'intérieur était pourri et qu'il ne restait plus qu'une chose qui émettait un son. À plusieurs reprises, nous avons entendu avec les autres un craquement dans sa poitrine, comme si des planches se brisaient. Le même valet de chambre fut retrouvé mort 2 jours plus tard, pendu. Dans une note trouvée sous son corps, il était écrit « Il est vivant, mais pire qu'un mort ». Pendant ce temps, dans les salles extérieures, un remaniement du pouvoir était déjà en cours. William Page, secrétaire personnel, remit les notes personnelles du monarque à Seymour. Le duc de Somerset gardait la garde sous double clé. Le duc de Norfolk fut arrêté. Son fils Thomas Howard fut emprisonné dans la tour. Au même moment, on préparait le Nouveau Testament, mais personne ne pouvait obtenir la signature du roi, dont la main ne tenait plus la plume. On décida d'utiliser un cachet. Lorsque l'archevêque Cranmer arriva enfin, on lui refusa l'entrée. On le repoussa 3 fois. Ce n'est que le 4e jour, lorsque le roi commença à râler comme un animal suffocant, qu'on le laissa entrer. Selon le rapport, il ne pouvait pas parler. Il remuait seulement les lèvres. Je lui ai demandé s'il croyait au salut, et il a levé la main avec difficulté. Un seul doigt a tremblé. J'ai interprété cela comme un signe de consentement. 2 heures plus tard, Cranmer fut emmené. Dans le palais, les préparatifs pour la mort commencèrent. Les serviteurs reçurent l'ordre de déplacer le corps en secret. Les draps furent remplacés par des draps de cérémonie. Une croix fut posée sur la poitrine. Mais le roi ne mourait pas. La journée s'éternisait. L'odeur était insupportable. Les gens s'évanouissaient à la porte. Un liquide suintait des coutures de ses vêtements. Sa tête continuait à enfler. Ses paupières ne se fermaient plus. L'un des derniers témoignages des gardes est le suivant. J'ai vu un ver blanc sortir de son oreille. Il est tombé sur l'oreiller et a bougé. Puis un autre. Je me suis détourné. Malgré tout cela, la mort ne venait pas. Son cœur battait. Ses poumons fonctionnaient. Le père Gill, qui était entré pour prier, écrivit plus tard. C'est ainsi que meurent les saints, mais il mourait comme un condamné. C'était pire que le feu, pire que le martyre. On ne le tuait pas, on le laissait lentement mourir. Pendant ce temps, dans toute l'Angleterre, on se préparait à un changement de pouvoir. La ville de Londres renforça ses gardes. L'armée reçut l'ordre de passer en état d'alerte. Les Seymour répandirent la rumeur d'une transformation imminente. Les catholiques renforcèrent leur position dans les cathédrales. Dans certains comtés, des prières publiques furent récitées pour la santé du monarque, même si personne ne croyait plus à sa guérison. Dans la chambre même, les préparatifs pour le transport du corps commencèrent. Le cercueil fut fabriqué à l'avance. Il était recouvert d'un tissu noir et l'intérieur était recouvert de cire et d'argile. Mais un problème se posa. Le roi était trop gros, trop enflé. Le médecin recommanda d'autopsier le corps immédiatement après le décès afin d'éviter que les tissus ne se déchirent pendant le transport. Cela provoqua une dispute entre le clergé et les dirigeants. Pouvait-on autopsier le corps d'un saint qui n'avait pas encore été canonisé? Et le corps respirait encore.
Dans la nuit du 27 février, une grave crise fut constatée. Le serviteur qui veillait au chevet du défunt poussa un cri. Une mousse sombre jaillit de la bouche du monarque. Il se redressa pour la première fois depuis 2 jours et cria « Ne me brûlez pas, ne me brûlez pas !» Puis il s'affaissa. Au cours des 2 heures qui suivirent, son cœur battait encore, de façon irrégulière, avec des interruptions. Son visage s'assombrit, les plaies s'ouvrirent, son œil gauche se vida, du sang coula de son nez et de ses oreilles, selon le rapport du capitaine de la garde. Il disparaissait de l'intérieur. Cela ne ressemblait pas à la mort. Cela ressemblait à la décomposition d'un être humain. À l'aube, le silence s'est installé. L'annonce officielle a été reportée de 2 jours, le temps de terminer la redistribution du pouvoir et d'éliminer les témoins. Le corps resta dans la salle pendant 3 heures. Après la mort, la décomposition commença. Un liquide noir s'écoula du dos. L'oreiller était humide et fut jeté dans le jardin, hors de la cour. Les yeux étaient ouverts, mais troubles. La langue était noire. Le ventre était gonflé. Une obscurité transparaissait à travers le tissu fin. Personne n'osa toucher le corps avant l'arrivée de 3 personnes, le médecin personnel, l'aumônier et l'intendant. Tous 3 restèrent debout, sans s'approcher. L'odeur était insupportable. Les murs de pierre de la pièce ne protégeaient pas de la puanteur. Les portes étaient entr'ouvertes, mais le courant d'air ne faisait que répandre la pourriture dans tout l'étage. Selon le rapport du capitaine de la garde intérieure, il était impossible de rester à proximité. Nous avons accroché un bouquet de genévrier au-dessus de la porte. Cela n'a servi à rien. La blanchisseuse de la cour déclara plus tard lors de son interrogatoire: les vêtements sur son corps brûlaient d'une flamme rouge. Je les voyais fumer comme s'ils étaient vivants. Contrairement à la tradition, l'autopsie a tout de même été pratiquée, 8 heures après la mort. Le médecin de la cour, vieux et muet d'horreur, a simplement hoché la tête lorsque les croque-morts ont commencé à retirer le linceul. Ils ont utilisé des gants en cuir, mais ceux-ci ont été imprégnés en 10 minutes. Des gaz s'échappèrent de l'abdomen. Il y eut un bruit sec et toute la pièce fut envahie par une odeur nauséabonde. L'un des assistants s'évanouit, un autre s'enfuit et ne revint pas. Le corps présentait des signes de putréfaction de tous les organes internes. Le foie était spongieux, avec des signes de nécrose. L'estomac s'était déchiré sous la pression. Le cœur était strié de veines sombres et couvert d'excroissances brunes. La vessie était déchirée. Les poumons étaient déchiquetés, comme par une explosion interne. Les intestins étaient noircis. L'un des greffiers nota plus tard: ce n'est pas un homme qui pourrit ainsi, mais un animal, et encore pas aussi vite. À l'extérieur, derrière les murs du palais, personne n'était encore au courant. L'annonce était prévue pour le matin du 2 mars. Pendant tout ce temps, le corps reposait dans une salle fermée sous bonne garde. L'accès était autorisé uniquement sur présentation d'une autorisation. Les serviteurs qui osaient murmurer ou prier sans permission étaient renvoyés. Les pièces étaient aérées par des fenêtres ouvertes et recouvertes de tissus. Les sols étaient lavés au vinaigre de vin. Les exclamations étaient interdites. Seul le silence régnait. Lorsque les rumeurs ont fini par se répandre, l'agitation a commencé. Des réunions secrètes ont eu lieu à Windsor. À l'abbaye de Saint-Alban, la première prière pour le grand défunt a été lue
sans que son nom soit mentionné. Une rumeur se répandit dans Londres. Le roi n'était pas mort, mais son corps n'était plus en vie. Certains murmuraient qu'il était devenu impur. D'autres disaient qu'il souffrait déjà en enfer et qu'il vivrait éternellement. Devant le palais de justice, on brûla une poupée de chiffon coiffée d'une couronne. La cour préparait le transport du corps. Il fut impossible de procéder à l'embaumement. La décomposition interne était trop avancée. À l'extérieur, il ne restait que de la laine imprégnée de cire, des bandages et un sarcophage renforcé. Il fut impossible de sortir le corps immédiatement de la chambre. Il ne passait pas par la porte. Il a fallu démolir une partie du mur. Tout s'est passé pendant la nuit, dans un silence complet, à la lueur des lampes. Dans la note du Lord Herbert, il est écrit « 6 personnes ont porté le corps, mais elles l'ont porté comme un lépreux. Personne ne regardait vers le bas. Personne ne montrait son visage. Tout le monde avait peur, même les gardes. » Lorsque le cercueil fut sorti dans la cour, les chevaux se cabrèrent. L'un d'eux se dressa sur ses pattes arrière. Un autre tira sur les rênes. Il fallut changer d'attelage. Le cercueil fut fermé et scellé avec de la cire portant les armoiries. La procession était courte. 3 douzaines de personnes vêtues de noir, le visage couvert d'un voile. Les gens dans les rues se tenaient debout en silence. Certains tombaient à genoux, mais pas un cri, pas une prière. Seul le grincement des roues. Un enfant a crié « Maman, c'est la mort du roi !» et il a reçu une gifle. Le corps a été transporté à Windsor. Il est resté 8 heures dans la chapelle Saint-Georges. Seuls les évêques étaient autorisés à entrer. Le peuple n'avait pas le droit d'entrer. L'odeur était encore présente. On craignait les fuites. Le prêtre Foster écrivit dans son journal « Ce n'est pas un roi que nous avons enterré, mais une honte. Personne ne regardait son visage. Il était desséché, violet, la bouche ouverte. Il ne ressemblait pas à un être humain. » Les funérailles se déroulèrent sans salve d'honneur, sans chant. Seule la lecture d'un psaume fut prononcée. Un silence régnait sur le cercueil. Ce n'est que lorsque l'on commença à le descendre dans la terre qu'un chœur se mit à chanter, mais pas selon le rituel. On raconte qu'un des chanteurs se mit à entonner un ancien chant de l'Ancien Testament. Il fut renvoyé. Personne n'enregistra les paroles. Le soir même, un manifeste fut lu. Le trône revenait à Édouard. Une nouvelle ère commençait, mais dans tout le pays, le silence régnait. Le roi n'était pas enterré comme un souverain, mais comme un maudit. 2 jours après l'enterrement à Windsor, les moines locaux signalèrent des anomalies. La terre au-dessus de la tombe se fissurait. À l'endroit où le cercueil avait été descendu, une bande noire apparut, semblable à une trace de tissu brûlé. Une odeur flottait dans l'église, non pas de décomposition, mais de fer et de brûlé. L'un des novices se plaignit d'une sensation de brûlure dans les yeux. On l'emmena. On ne le revit plus jamais. Le 3e jour, l'évêque a envoyé un rapport confidentiel au bureau du Lord protecteur. La terre sur le lieu de l'enterrement ne tient pas en place. Nous ne pouvons pas célébrer le service. Les gens refusent d'entrer dans la chapelle. Les architectes arrivés sur place ont confirmé que la maçonnerie s'était déformée. Le sol s'était affaissé. La raison était inconnue. Pendant ce temps, une nouvelle vague de rumeurs avait commencé à Londres. On disait que le corps du roi n'avait pas été enterré, mais caché. Les serviteurs qui connaissaient les détails du transfert du corps avaient soudainement disparu.
2 avaient quitté le pays. Un avait été retrouvé mort dans la Tamise. La garde menait des interrogatoires secrets. Selon l'une des dénonciations consignées dans les archives de la tour, le roi n'était pas mort. Il a été extrait de son corps. Et maintenant, le corps pourrit, mais la voix est restée. Le même été, les évêques ont lancé une campagne de réécriture des épitaphes élogieuses. Il fut ordonné de remplacer toutes les mentions grand, indestructible et divin par légitime, prudent et cohérent. Les statues des cathédrales furent en partie retirées. Les portraits furent transférés dans des salles fermées. À Canterbury, l'ancienne chronique panégyrique fut brûlée. L'ordre venait du Conseil. Le vieux lord maréchal écrivit dans une lettre privée: « Nous avons enterré la peur. Nous avons enterré la grandeur qui pourrissait de l'intérieur. Et maintenant que le corps est dans la terre, son esprit plane au-dessus de nous. » Il ne signa pas la lettre. Une semaine plus tard, il mourut sans signe de maladie. Il cessa simplement de respirer. Des témoins ont affirmé qu'il dégageait une odeur de vinaigre et de poussière humide. Les chroniques rapportent qu'en août, une épidémie s'est déclarée parmi les soldats qui gardaient les appartements royaux. Les symptômes étaient les suivants: fièvre, perte de la vue, ulcères purulents sur le cou et les poignets. 3 personnes sont mortes, 2 sont devenues folles. L'un d'eux s'est jeté par la fenêtre. Le rapport indique: ils affirmaient voir le visage du roi mort à la fenêtre, sans peau. Un manuscrit monastique de Westminster rapporte la conversation de 2 frères. Il n'est pas mort. Il est simplement devenu quelqu'un d'autre. Sa peur s'est imprégnée dans les murs. Sa chair est restée ici. Nous le respirons. Le document a été confisqué. Son auteur a disparu par la suite. La réaction politique a été double. D'un côté, une stabilisation rigoureuse. Les conspirateurs potentiels ont été arrêtés. Les rangs de la noblesse ont été purgés. De l'autre, un silence étrange dans les discours et les documents. Le nom d'Henri n'était presque jamais mentionné. La nouvelle cour évitait toute allusion au corps, à la mort, à la maladie. Il semblait avoir simplement disparu, s'être dissous. Mais les gens savaient. Le peuple ne prononçait pas son nom. On disait « lui », le précédent, celui qui faisait du bruit. Des légendes ont commencé à apparaître dans le folklore, celle d'un roi qui ne pouvait mourir tant qu'il n'avait pas confessé sa propre faute, celle d'un roi dont la chair vivait dans la terre et gâchait les récoltes, celle d'une chambre d'où l'on entendait la nuit une voix répéter les noms des serviteurs. Dans un village du Norfolk, on brûla une grange dans laquelle on aurait entendu des pas sans corps. Selon une vieille femme qui en fut témoin, c'étaient des bruits lourds et humides, comme si quelque chose sans os marchait sur de la paille. Les gens commencèrent à placer des bouquets d'ail et de craie au-dessus de leurs portes, pas comme celles des sorcières, comme celles du roi. Plus tard, l'évêque de Chester écrira dans son rapport: « La décomposition du corps est devenue une image du pouvoir. La façon dont il est mort est un exemple pour ceux qui veulent l'éternité. Il voulait rester, mais il ne savait pas quel prix il allait payer. Maintenant, sa mort vit en nous. » Les historiens se disputent encore aujourd'hui. Les derniers jours d'Henri ont-ils été une punition physique pour son orgueil ou la décomposition naturelle d'un souverain dont le corps ne supportait plus son propre pouvoir? Les médecins indiquent qu'il souffrait de gangrène, de gouttes, d'ulcères, d'une insuffisance cardiaque, d'hydropésie
et d'une destruction rénale. Mais aucune de ces conclusions n'explique pourquoi le cadavre a continué à se décomposer comme s'il était encore en vie. Selon la légende, on aurait plus tard prélevé de la terre dans sa tombe afin d'éloigner les forces maléfiques. Mais cette terre elle-même a fini par ne plus tenir en place. À Windsor, il existe encore aujourd'hui une pièce où même la mousse ne pousse pas. Elle est fermée à clé. Au-dessus, une plaque porte l'inscription « Ne pas toucher ». C'est ainsi que mourut Henri VIII. C'est ainsi que naquit une peur que même les vivants ne connaissaient pas.